Le 11 décembre 1998, la sonde Mars Climate Orbiter décolle de la Terre à bord d'une fusée Delta II. La sonde va permettre d'étudier l'atmosphère de la planète Mars. En septembre 1999, la sonde se met en orbite autour de la planète rouge. Au moment où la sonde passe de l'autre côté de la planète, on perd le signal pour 20 minutes avant que la sonde ne puisse transmettre à nouveau un signal. Sauf que la sonde ne va jamais transmettre à nouveau. La sonde s'est en effet fracassée dans l'atmosphère de Mars parce qu'elle est passée trop près de Mars, à une altitude où l'atmosphère de Mars était trop épaisse pour que la sonde puisse y résister. La NASA va diligenter une enquête et s'apercevoir d'où provient l'erreur. Le logiciel de la sonde, développé par l'entreprise Lockheed, communiquait des informations concernant la poussée en unités anglo-saxonnes, tandis que le logiciel de navigation, développé par le Jet Propulsion Laboratory, calculait la poussée en unités du système métrique. Les valeurs en livres force par seconde étaient interprétées en newton par seconde. Cette erreur d'unité a entraîné la destruction de la sonde. Heureusement, en biologie moléculaire, on n'a pas ce genre de souci. On n'est pas du genre à commettre une erreur comme ça. C'est vrai. On est plutôt du genre à commettre fréquemment une erreur et à recommencer malgré tout. Et on sait d'où vient l'erreur. On le sait depuis des années. Sur 166 139 articles publiés entre 2014 et 2020 qui ont été étudiés par l'analyse sur laquelle je me suis appuyé, un peu plus de 30% des articles avaient une liste de gènes comportant au moins une erreur. C'est le chiffre choc tiré d'un article récent. Sauf que le problème est identifié depuis des années. Et le problème, c'est les logiciels de tableur comme Excel. L'erreur est toute simple. Une liste de gènes est importée dans un tableur, et le logiciel va interpréter à tort certains noms de gènes comme des dates. Par exemple, sept1 devient 1er septembre. March 1 devient 1er mars. Près de 80% des erreurs sont liées à des dates au format mar 1 ou 1 mar. Le reste, c'est aussi des dates, mais exprimées sous d'autres formats entièrement constitués de nombres. Le problème, c'est aussi qu'on en trouve de nouvelles erreurs, qui n'avaient pas été identifiées jusqu'à maintenant parce que spécifiques à une autre langue que l'anglais. Par exemple, May 1 devient Mai 1, 1er mai, quand le logiciel est en hollandais. Tam 41 devient janvier 41, quand le logiciel est en finlandais. Ago 2 devient 2 août dans d'autres langues que l'anglais, et c'est sans fin. Et on n'a probablement pas recensé toutes les erreurs possibles dans toutes les langues qui existent. Alors, les auteurs de cette étude ont testé avec différents logiciels. Excel fait systématiquement des erreurs, pareil pour Google Sheet. Et à l'opposé, les logiciels libres et open source comme LibreOffice et GNUmerix ont été adaptés pour éviter de produire ce genre d'erreur. Ce type d'erreur est connu depuis des années et des scientifiques ont averti sur le sujet en vain. Les pratiques au sein des laboratoires n'ont pas vraiment évolué. Au final, le comité chargé de la nomenclature des gènes a finalement décidé de changer certains noms de gènes pour éviter des erreurs. Par exemple, sept1 a été renommé en septine 1. March 1 est devenu effectivement March 1. Pas très prononçable, mais bon. En tout, c'est 1544 gènes qui sont susceptibles d'être analysés comme des dates, et on en trouve chez tous les groupes d'organismes vivants. Mais surtout les vertébrés, tout particulièrement la souris et l'humain. Et c'est quand même pas les espèces les moins étudiées. À l'opposé, certaines espèces, comme la poule, Arabidopsis thaliana, contiennent moins de gènes susceptibles de créer ce genre d'erreur. Et Oryza sativa, le riz asiatique, n'en contient même aucun. Alors, on peut se dire que c'est pas grave, c'est à la marge, mais en fait non. Un des critères du sérieux d'une étude scientifique, c'est la reproductibilité. Normalement, si je publie des résultats dans un article scientifique, un autre scientifique
doit pouvoir le reproduire et obtenir les mêmes résultats. Si un autre scientifique qui reproduit votre expérience obtient des résultats différents juste parce que vous avez utilisé Excel et lui a utilisé LibreOffice, la reproductibilité est faussée. On peut pousser l'absurde encore plus loin. Si vous reproduisez l'expérience, que les deux personnes ont utilisé Excel, mais dans une langue différente, les résultats seront là aussi différents. Imaginez un scientifique français parti faire sa thèse aux États-Unis. Il a laissé son ordinateur réglé en français alors que ceux de ses collègues sont en anglais. Du coup, ce thésard français aura des résultats différents de ceux de ses collègues avec qui il prend son café. Juste à cause de cette histoire de langue. De plus, on peut ajouter un autre argument, l'argent. On va pas y aller par quatre chemins, la recherche universitaire, notamment en France, est largement sous-financée. Imaginons un laboratoire qui monte une expérience avec un budget de 10 000 € pour étudier la nutrition chez le canard. Vous mettez en place votre protocole, vous faites 2 groupes, un témoin et un autre groupe dont vous faites varier la nutrition. Ensuite, vous faites des prélèvements et vous faites un RNA sec pour séquencer les ARN messagers et étudier les gènes exprimés. Après analyse, en comparant les 2 groupes, vous observez 100 gènes qui répondent aux critères que vous cherchez. Sauf que au passage, vous avez ouvert la liste de gènes dans Excel. Et que sur les 100 gènes, 5 sont transformés en dates. 100 gènes trouvés pour une expérience à 10 000 €, ça vous donne un coût de 100 € par gène. Donc en perdre 5, c'est quand même perdre 500 €. Ce qui n'est pas négligeable. Hein. Pourtant, dans ce genre d'expérience, ce qui coûte le plus cher, ce sont les étapes d'avant. L'élevage des canards, l'expérience, le prélèvement des tissus, l'extraction et le séquençage des ARN. Ces étapes-là, qui ont représenté le coût le plus important, sont gâchées par les dernières étapes, celles faites sur ordinateur. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ce genre d'erreur? La première réponse, embaucher une bioinformaticienne ou un bioinformaticien. Si vous ne pouvez pas recruter, alors assurez-vous que quelqu'un dans votre équipe suive une formation en bioinformatique. Et faites en sorte qu'il ou elle apprenne aux autres les bonnes pratiques et que les pratiques évoluent. J'en parle en sachant très bien que c'est dur d'être une bioinformaticienne dans un labo où il n'y a pas du tout de culture de la bioinformatique. Voilà. Et sinon, vous pouvez essayer de suivre ces quelques conseils. La première, c'est de se passer des tableurs autant que possible. Un tableur, à la base, c'est conçu pour entrer les données une par une et faire des calculs simples. Des graphiques simples, comme des camemberts, voilà. Par exemple, pour faire la compta d'une asso, c'est très pratique. Pour vous donner de génétique, des données complexes et massives, utilisez plutôt des langages comme R ou Python. Je sais, il faut coder, mais l'avantage de coder, c'est que l'ordinateur ne fait que ce que vous lui demandez. De plus, avec ces 2 langages, vous pouvez améliorer la reproductivité et créer des sortes de cahiers de laboratoire de vos analyses, en vous appuyant sur des outils comme Jupyter Notebook. Et si vous devez vraiment utiliser un tableur, pensez à utiliser des outils conçus pour traquer les erreurs dans les noms de gènes. Pareil, je vous mets les liens dans la description. Et si vous cherchez à apprendre un petit peu de bioinformatique, pareil, j'essaie de vous mettre quelques liens dans la vidéo. Voilà. Pour revenir à l'étude dont je parlais, les auteurs ont aussi regardé comment étaient réparties les erreurs dans les principaux journaux scientifiques. Et il y a une corrélation positive entre le facteur d'impact d'un journal et la proportion d'erreurs. En gros, plus un journal a un facteur d'impact important, plus il est susceptible d'avoir des erreurs dans ses listes de gènes. Donc, n'allez pas croire que les gens qui font ce genre d'erreurs sont des mauvais. Selon les métriques scientifiques, c'est même plutôt l'inverse. Voilà. Ces erreurs découlent d'une mauvaise culture de l'outil informatique chez les gens qui travaillent en génétique. Les auteurs soulignent les limites de leurs études. Ils n'ont pris que les articles disponibles en open access, les listes de gènes ont été prises en compte uniquement quand elles sont ordonnées verticalement. Voilà. Les auteurs soulignent eux-mêmes les limites.
On peut critiquer le fait que les développeurs de logiciels comme Excel fassent des conversions automatiques sans avertir l'utilisateur, ni leur demander son avis. Mais les tableurs comme Excel ont été conçus pour des données légères et des calculs simples, pas pour des données aussi lourdes et aussi massives que celles qu'on manipule en génomique. Mais il faut aussi critiquer les scientifiques qui ne se saisissent pas du problème et ne font pas évoluer les méthodes et les habitudes pour aller vers plus de reproductibilité de tout ce qui est fait par ordinateur.